Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue au bar de l'économie sur IDFM Radio Anguin. Florence Sueur au micro, accompagnée de Philippe à la technique. Et merci pour votre fidélité. Pour réécouter cette émission, connectez-vous tout simplement sur la chaîne YouTube Bar de l'économie. Aujourd'hui, bien sûr, 5 minutes sur le Covid avec notre expert, le professeur Gilbert Deray, interviewé par Jean-Claude Durousseau. La lecture du jour, ce sera avec Laurence Robe, un extrait de Nouvelle à chute. On lira un extrait de celle d'Anna Gavalda pour Happy Meal, pour les juniors d'ailleurs, comme pour les seniors. Et puis nos invités, bien sûr. Vers 10h15, nous serons avec Sandrine Allonnier, la directrice de la communication et porte-parole de Vous Financer, car je sais que les taux de crédit vous intéressent et on verra où en sont les demandes. Vers 10h30, nous allons être accompagnés de David Van de Wege, président fondateur de VD Printing, et on va voir avec lui comment il a complètement réorganisé son service d'impression en 3D. Il est basé à Pontoise pour fabriquer des visières, et les visières dont on a bien besoin pour pouvoir travailler, c'est quand même plus pratique qu'un masque. Voilà un petit peu pour l'actualité de notre émission du jour. Côté info, c'est parti, tout de suite 5 minutes sur le Covid avec le professeur Gilbert Deray. 5 minutes pour comprendre le Covid-19. Comme tous les jours, je suis en duplex avec le professeur Gilbert Deray. Professeur Gilbert Deray, bonjour. Ce syndrome de Kawasaki, alors en premier, qu'est-ce que c'est? Alors Kawasaki, rien à voir évidemment avec les motos, il est du nom de Monsieur Kawasaki qui a créé ce syndrome au Japon il y a une cinquantaine d'années. C'est une maladie inflammatoire. On appelle ça, nous, une vascularite qui va toucher vos vaisseaux, les artères, les veines, et donner plein de manifestations. C'est chez l'enfant, en général entre 1 et 8 ans. C'est rare, hein, c'est une centaine de cas par an habituellement. On en voit... Dans le monde, hein. Oui, on en voit les 2-3 cas par-ci par-là. Et comme il y a une inflammation, tous les organes peuvent être touchés. Alors, par exemple, sur la peau, on a vu maintenant beaucoup en photo, vous avez des plaques rouges qui peuvent apparaître. Et puis vous avez d'autres organes qui peuvent être touchés. On a beaucoup insisté sur le cœur parce qu'il est fréquemment touché. Ça donne ce qu'on appelle une myocardite, une inflammation du muscle cardiaque. Ça peut être potentiellement très embêtant, mais soulignons qu'on a maintenant des traitements avec des immunoglobulines et que l'on guérit complètement l'immense majorité de ces enfants. Voilà pour le syndrome de Kawasaki. Donc, en premier, on rassure les mamans, puisque c'est une centaine de cas dans le monde, il faut le rappeler, par an, donc c'est très rare, et en plus, ça se soigne. Absolument. On ajoutera quand même pour la cause, alors on ne la connaît pas bien. On pense qu'il y a une part infectieuse, on pense qu'il y a une part virale. On n'en est pas sûr. Alors, quel rapport avec le Covid? Pourquoi on a fait cette relation? Pourquoi on a posé la question d'une relation éventuelle? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que n'oublions pas que le monde entier fait de la médecine en ce moment et que tout ce qui est sanitaire devient sous l'œil du microscope. Et qu'on a tout d'un coup eu, d'abord en Grande-Bretagne, puis en France et après dans quelques autres pays, un nombre de cas qui nous a semblé plus élevé que d'habitude. Alors on parle d'une vingtaine de cas en Grande-Bretagne, d'une vingtaine de cas en France, 3 cas aux États-Unis, quelques-uns en Belgique, quelques-uns en Espagne, on n'a pas eu des centaines de cas. Et on s'est dit, c'est curieux d'avoir tout d'un coup 15 à 20 cas qui ressemblent au syndrome de Kawasaki. N'oublions pas qu'ils sont très incomplets, on n'est pas sûr. Donc on a observé quoi? On a surtout observé des enfants qui avaient une atteinte du cœur inflammatoire, ce qu'on appelle cette fameuse myocardite. Si on prend les cas de Necker, on a une vingtaine d'enfants qui ont été hospitalisés, avec justement une atteinte du cœur. J'insiste, tous sont guéris sous traitement. La deuxième chose qui est maintenant importante, attention et qui est nouvelle, chez tous les enfants de Necker, on a trouvé une trace virus. Et donc, la corrélation avec le virus prend forme. Elle n'est absolument pas certaine. J'insisterai sur le fait que même si elle existe, ça reste quand même un problème qui est relativement rare. Rien ne me permet de dire qu'on va avoir une efflorescence du Kawasaki dans le monde. D'ailleurs, ça fait 3 à 4 mois qu'on est avec cette épidémie, ça vient d'arriver. Et alors, la question suivante, c'est pourquoi on n'en a pas vu en Asie? Eh bien, peut-être ou probablement parce qu'il doit y avoir des facteurs génétiques dans le Kawasaki. Et peut-être qu'on va s'apercevoir que les populations caucasiennes européennes sont plus susceptibles d'avoir Covid-19 et Kawasaki. Ce sont des hypothèses, on dit. Pour l'instant, ça reste rare. Tous sont guéris pour l'instant en France. Peut-être un lien. Le syndrome post-traumatique. Alors, on a l'habitude d'en parler quand on parle des soldats qui reviennent de la guerre, mais finalement, puisque le président Macron a parlé de guerre, est-ce que nos soignants, qui ont vu des choses horribles parfois et qui ont été extrêmement mobilisés, ne vont pas ressentir ce syndrome post-traumatique
après la fin de la crise. Est-ce que ce n'est pas un risque? Tout syndrome de stress majeur, qu'il soit d'ailleurs issu de la guerre ou d'autre chose, vous prenez les tours du 11 septembre, ça a créé des syndromes post-traumatiques, j'en ai plein des exemples comme ça. Eh bien, tout syndrome de stress majeur peut induire un stress post-traumatique. Donc là, on a plusieurs situations qui risquent effectivement d'induire un stress post-traumatique. C'est l'exposition des soignants à la fois aux réanimations, mais pleines, avec des hommes jeunes qui arrivaient et qui mouraient vite, avec le risque et la crainte qu'on ne puisse pas tous les prendre en charge. Oui, ces soignants risquent d'être exposés au syndrome de stress post-traumatique, mais également, il va faire attention au confinement. Vous avez des personnes qui, dans le confinement, risquent de développer un syndrome de stress post-traumatique. Donc, il va falloir s'en occuper. Les premiers symptômes, comment on s'aperçoit qu'on commence à être victime d'un syndrome post-traumatique? Très fréquemment, des troubles du sommeil, alors qu'on dormait tout à fait normalement, des angoisses, des difficultés à être en collectivité. On va s'écarter des personnes que l'on aime habituellement, voire de sortir, et puis ça conduit à un syndrome dépressif et à un risque de suicide, ultimement. Il y a d'ailleurs eu un suicide d'une urgentiste aux États-Unis, c'était la semaine dernière. Les médias s'en sont fait écho. Merci beaucoup au professeur Gilbert Deray pour tous ces bons conseils et ces informations sur le Covid-19. On en apprend, c'est vrai, tous les jours. Alors, autre info du jour, c'est le ralentissement de l'économie française qui s'est légèrement atténué en avril, révèle la Banque de France dans son enquête mensuelle de conjoncture. Même si l'activité est restée quasiment paralysée du fait des mesures de lutte contre la pandémie, en avril, la perte de PIB est de moins 27%, alors qu'en mars, elle était de moins 32%. L'activité manufacturière est de 37% inférieure à la normale en avril, alors que le recul était de 48% en mars. Dans les services marchands, elle a diminué de 27% en avril, après une chute de 37% en mars. Voilà pour les chiffres économiques. Autre information, c'est aujourd'hui les conditions de la reprise sont là, estime Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, hier sur BFM TV. Donc elle a dit qu'il n'y a pas tellement de raisons que ce soit l'État qui continue à payer l'intégralité des salaires de 12 millions de salariés en France. La réduction progressive du dispositif de chômage partiel sera appliquée, mais certains secteurs, bien sûr toujours paralysés, comme l'hôtellerie ou la restauration, continueront à en bénéficier à taux plein. Les acteurs de la filière automobile sévèrement touchés par la crise sanitaire devront envisager des relocalisations en contrepartie du soutien de l'État, a prévenu Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie et des finances, aux acteurs du secteur. Et nous sommes prêts, a-t-il dit, à regarder ce qui va améliorer votre compétitivité sur le site de production français. C'est comme cela qu'on va arriver à construire une industrie automobile plus forte, a-t-il déclaré. Et il s'entretiendra à nouveau cette semaine avec les représentants de la filière. Autre information du jour, c'est le début bien sûr de reprise d'activité dans de nombreux pays qui vont tenter de redresser leur barre économique après ce choc de la pandémie. Alors voici quelques nouvelles en bref. La CGT a empêché la reprise de l'activité sur le site de Renault de Sandouville. Du coup, le patron de la CFDT a qualifié la position de la CGT irresponsable et il a dit la réalité c'est que l'usine va rester fermée lundi et que 700 intérimaires vont être renvoyés chez eux. Ce n'est pas un service rendu aux travailleurs, a déclaré Laurent Berger. La partie française d'Air France KLM prévoit un plan de départ volontaire qui devrait être présenté au début de l'été. La rumeur évoque une baisse d'effectifs qui pourrait atteindre 30% dans les fonctions support et reproduction qui emploient actuellement 6000 salariés. Par ailleurs, à compter d'aujourd'hui, tous les passagers qui embarqueront à bord d'un appareil de la compagnie se feront prendre la température au départ. Le gouvernement n'écarte pas la possibilité de rouvrir l'aéroport d'Orly à la fin du mois de juin. C'est ce qu'a annoncé le secrétaire d'État au transport Jean-Baptiste Djebbari, qui donc laisse une petite porte ouverte pour les voyages si la situation continue à s'améliorer, a-t-il dit. Thales va ouvrir un centre de compétences numériques dans les zones franches du Qatar pour ses grands projets et Apple va rouvrir ses Apple Store dans certains États peu touchés par le
Covid. Voilà, dernière info du jour, j'avais envie de vous faire passer un petit sondage qui a été réalisé par l'IFOP pour le cercle de Giverny, qui révèle le rôle central des enjeux environnementaux et les attentes de la population française vis-à-vis des entreprises du fait de cette crise. 85% des Français pensent que les entreprises ont une responsabilité importante dans le développement d'une société plus écologiste et équitable. 82% des Français pensent qu'en matière de mesure de la performance des entreprises, donner autant d'importance aux résultats environnementaux et sociaux est aussi important qu'aux résultats financiers, et ce serait une bonne chose. Et puis enfin, 87% des Français sont davantage disposés à acheter un produit proposé par une entreprise respectueuse de l'environnement et engagée sur des sujets sociaux. Voilà, c'est la fin des infos du jour. Je vous emmène dans une promenade musicale de notre DJ Charlie. Et puis ensuite, première interview avec Sandrine Alonier, la directrice de la communication et porte-parole de Vous Financer. Vous êtes sur IDFM Radio Anguin, la radio du bien-être. Ouais. Oui, bonjour Sandrine, est-ce que tu vas bien? Bon, alors on est parti pour faire un tour des demandes, des offres et des taux. D'accord, alors je pose l'écouteur et je reprends le micro. Voilà, c'était une petite musique, une petite promenade musicale offerte par notre DJ Charlie, qu'on aime beaucoup. Sandrine Alonier, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien ? Merci d'être avec nous. Vous êtes en direct au bar de l'économie sur IDFM Radio Anguin. Vous êtes la directrice de la communication et porte-parole de Vous Financer. Vous étiez déjà venue il y a plus d'un an et demi, si ma mémoire est bonne. Alors, on sait qu'il y a la demande et les offres de logements vont repartir, là, ou commencent à repartir. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur ce qui s'est passé pendant ces 2 mois et puis nos auditeurs qui sont intéressés par des offres de logement ou à déménager sont très intéressés par les taux de crédit offerts en ce moment. Alors, quel bilan pour ces 2 mois pour vous financer, Sandrine Alonier? Pendant 2 mois, pendant cette période de confinement, on a eu un marché immobilier à l'image de ce qui s'est passé dans le reste de la France, c'est-à-dire un marché immobilier sur pause. Dès l'entrée du confinement, les visites de biens immobiliers se sont stoppées, les banques ont dû cesser de recevoir des nouveaux dossiers de prêt, parce qu'ils ont fait le choix essentiellement d'accompagner les entreprises qui avaient besoin de faire des reports d'échéance de leur propre crédit, qui avaient besoin qu'on leur accorde le prêt mis en place, le prêt garanti par l'État. Donc les banques ont été très occupées au début du confinement. Elles avaient eu aussi énormément de dossiers de crédit sur les premiers mois de l'année qu'elles ont dû continuer à traiter, puisqu'il y avait des gens qui avaient initié des projets et il fallait bien les faire aboutir. Donc elles ont rattrapé le retard des demandes du début de l'année. Tous ceux qui avaient un projet immobilier pendant le confinement, ils ont été sur pause et finalement tout le monde avait un peu d'autres préoccupations. Voilà, on avait tous d'autres choses en tête que ça, donc on a eu vraiment un marché sur pause. Et à partir du moment où le gouvernement a annoncé la date du 11 mai comme une date probable de déconfinement, c'est très intéressant parce que les gens ont pu de nouveau se projeter dans l'avenir et on a vu de nouveau un frémissement de la demande, c'est-à-dire des visites, des gens qui ont reprogrammé des visites de biens à partir de la mi-mai, mais également des gens qui nous ont contactés pour évaluer leur capacité d'emprunt. Aujourd'hui, la grande question que se pose l'acheter, c'est est-ce que je peux toujours acheter compte tenu du contexte économique? Si j'ai été au chômage partiel, quel sera le montant de mon salaire qui va être pris en compte pour calculer le taux d'endettement? Donc on a beaucoup de questions et nous on les rassure, on rassure les futurs emprunteurs sur leur capacité d'emprunt pour qu'ils puissent réactiver leurs projets. Aujourd'hui on est dans une phase de réactivation des projets.
Et donc la demande, est-ce que la demande est forte? Vous avez dit que beaucoup de rendez-vous se passent pour la mi-mai, donc les gens dès hier ont commencé à vous téléphoner pour refixer des objectifs. Oui, alors nous, on arrive dans une phase qui peut être concomitante à celle des visites, qui peut être avant, mais qui est surtout après en général. C'est au moment où on a trouvé le bien qu'on va retourner voir son dossier pour vraiment mettre en place le dossier prêt qui pourra être envoyé aux banques. Donc nous, là, ce qu'on a constaté, deux choses. La première, c'est qu'on a plus de 30% de nos agences, ça fait 40%, qui ont reçu des demandes de calcul d'enveloppe, de capacité d'emprunt, pour des gens qui avaient soit pour la moitié d'entre eux des projets en cours avant le confinement qui voulaient réactiver, soit de nouveaux projets. Donc on sent bien que les gens veulent à nouveau acheter. Je pense que pendant cette période de confinement, les gens se sont dit qu'ils voulaient plus d'espace, peut-être un espace vert. Voilà, les gens modifient leur choix. La mise en place du télétravail va inciter les gens aussi à dire que finalement ils peuvent s'éloigner un peu plus. Donc on commence à sentir ce regain d'intérêt pour l'immobilier et ça se traduit en effet dès maintenant dans les agences immobilières. On a une agence immobilière partenaire qui nous a dit que cette semaine, sur l'ensemble de ses collaborateurs, elle avait 50 minutes d'organiser. Donc là, on a un marché vraiment qui se prédit, un intérêt pour l'immobilier qui est là plus que jamais. Et ça se comprend quand on voit la volatilité de la bourse. Ceux qui en ont un papier veulent le mettre dans l'immobilier et d'autres veulent tout simplement avoir un meilleur logement et être mieux chez eux. Alors revenons, si vous voulez bien, Sandrine Alonier, sur ce que vous venez de dire, la modification des demandes finalement de ceux qui recherchent un logement. Ça, c'est très important. Donc là, les agences, vous dites, ont vu une réelle modification. Ça a servi de leçon, le confinement, finalement? Oui, enfin, ça a surtout créé des envies et peut-être une envie de changer de vie. Donc, on le constate, on a plus de demandes pour des maisons, pour des habitations dans des zones périurbaines. Voilà, on sent que les gens veulent s'éloigner de la ville. On a également des demandes pour des résidences secondaires. Donc voilà, on sent des envies, mais attention parce qu'il y a une grosse différence entre le rêve et la réalité. Là, on sort de 2 mois de confinement, donc forcément, tout le monde pense qu'il peut changer de vie, mais il va falloir qu'on retourne tous au travail, il va falloir bien assurer aussi présence. Voilà, le télétravail commence à rentrer dans les mœurs, même si ce sera vraiment le cas dans toutes les entreprises. Et puis surtout, il y a le rêve et la réalité, je vous disais, parce que les banques sont plus exigeantes. Il ne faut pas oublier que là, on est dans un contexte où l'économie a été sous perfusion pendant 2 mois. L'État a pris en charge une grande partie des salaires, il y a 13 millions de personnes au chômage partiel. Mais là, les gens vont retourner travailler. Il y a des entreprises qui risquent malheureusement de mettre la clé sous la porte. On a des indépendants qui ont vu une perte d'activité. Donc, tout cela vont devoir attendre pour emprunter, vont devoir attendre de consolider leurs acquis, d'avoir des fiches de paye peut-être avec des montants plus élevés. Et les banques, elles, sont dans un contexte où elles peuvent avoir attention surtout à la situation professionnelle de l'emprunteur, mais maintenant, elles vont regarder aussi la viabilité de l'entreprise dans laquelle les gens travaillent, et également la qualité du bien. Et certains commencent à parler de baisse de prix, peut-être. Donc, les banques vont être plus attentives. On a en ce moment une augmentation du risque. Donc, malheureusement, tout le monde et tous les rêveurs de maisons ne pourront pas forcément emprunter. Je reviens sur ce que vous venez de dire, c'est-à-dire vous avez résumé les exigences des banques en disant que les banques sont beaucoup plus exigeantes et regardent même la solidité financière de l'entreprise dans laquelle on travaille. Ça n'était pas fait avant? Non, c'était pas le cas, mais théoriquement, elles n'ont pas le droit de le faire. Théoriquement, du moment que vous avez un CDI, parce qu'évidemment là en CDD, elles ne prêtent plus, mais dès lors que vous avez un CDI, peu importe le secteur d'activité dans lequel vous travaillez, elles ne peuvent pas vous refuser un prêt. Mais là, on s'imagine bien, et c'est aussi du bon sens, que des secteurs comme l'hôtellerie, la restauration, l'aérien, l'événementiel risquent d'être pénalisés et risquent d'apparaître plus risqués pour les banques. En France, on a le taux de défaut, le taux de non-remboursement des crédits immobiliers le plus faible d'Europe. C'est fait que les banques peuvent prêter à des taux aussi bas. Donc, les banques veulent maintenir ce système vertueux, si je puis dire. Mais aujourd'hui, voilà, elles craignent d'avoir des problèmes de remboursement plus importants. Mais pour tous ceux qui ont un projet immobilier actuellement, la meilleure chose à faire, c'est vraiment d'abord d'aller voir un courtier ou d'aller voir sa banque, mais d'avoir une idée précise de combien on peut emprunter. Si vous avez été au chômage partiel pendant 2 mois, mais que vous êtes à nouveau à plein temps, un certificat de votre employeur va permettre de faire en sorte que la banque va prendre la totalité de votre salaire pour calculer l'endettement, qui ne peut pas dépasser 33% d'endettement. Là, les banques sont très strictes là-dessus.
Donc ça, c'est un premier conseil. Donc voilà, savoir exactement combien on peut emprunter, viser le bien à la hauteur de ce qu'on peut emprunter et peut-être essayer de négocier un petit peu. Alors, en gain, c'est une zone très tendue, hein, il y a énormément de demandes, donc les prix, évidemment, ne vont pas baisser. Dans des zones où il y a un peu moins de demande, pas hésiter à essayer de faire une offre un petit peu en dessous du prix, parce qu'il y a des vendeurs qui attendent depuis 2 mois, 3 mois, 4 mois de vente, donc ils vont être pressés de vendre. Et le frémissement qu'on ressent maintenant, voilà, il faut en profiter pour ceux qui sont en projet immobilier. Voilà, ça peut être le moment, puisque là, le marché commence à reprendre, donc les banques ont du temps, les banques reprennent toutes les demandes de crédit, donc si on peut acheter, c'est le moment de le faire. Alors justement, Sandrine Lalonnier, vous êtes courtier en crédit. On va parler des taux dans quelques minutes, mais tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous brosser un peu le tableau pour la région Île-de-France et puis ensuite pour la France? Comment vous voyez justement les baisses de biens immobiliers ou pas? Ou est-ce que pour vous, les biens immobiliers vont rester au prix actuel du marché? Alors, certains ont commencé à parler de baisse des prix de l'immobilier, pensant que les vendeurs seraient pressés de vendre et du coup qu'il y aurait beaucoup de biens à vendre et finalement peu d'acheteurs. On se rend compte depuis maintenant 1 semaine à 2 semaines, et ça c'est valable pour les agents immobiliers, que les acheteurs sont là. En fait, on avait une crainte, c'est que le marché immobilier est très psychologique. On avait la crainte que les gens ne puissent pas se reprojeter. C'est qu'en période comme ça d'incertitude, les gens ont tendance à ne pas acheter d'immobilier. Là, c'est plutôt l'inverse, ça rassure. Et les gens peuvent réactiver des projets en cours. Donc, dans les zones tendues comme l'Île-de-France, il y a très peu de chances qu'il y ait une baisse de prix. Donc, pour l'instant, si le marché redémarre avec une certaine stabilité, il n'y aura pas de baisse de prix. Il pourrait y avoir une baisse de prix si les banques sont vraiment trop exigeantes, que du coup, une partie des acheteurs, mécaniquement, si une partie des acheteurs est exclue du crédit, donc forcément, on sera moins d'acheteurs. Et dans ces cas-là, eh bien là, il pourrait y avoir un impact sur les prix. Mais globalement, aujourd'hui, personne ne peut dire, dans cette période-là, qui est vraiment inédite, qu'on n'a jamais connue, il faut apprendre à dire « je ne sais pas » et personne ne peut dire quelle sera l'évolution des prix. Là, l'important, c'est qu'on constate le frémissement, que les banques prennent à nouveau les dossiers de prêt, mais surtout les beaux profils, parce qu'elles craignent évidemment des risques. Le souci aussi, c'est qu'on a des taux qui ont augmenté. Donc, il va falloir aussi prendre cette donnée-là en compte. Et c'est vrai que parfois, on dit que lorsque les taux augmentent, les gens peuvent emprunter moins et du coup, les vendeurs ont moins tendance à prendre des marges importantes sur les biens à vendre. Donc voilà, ce serait peut-être ça qui pourrait entraîner une hausse des prix si les taux augmentent trop. Pour l'instant, on est sur une hausse moyenne de 0,30 à 0,50% depuis le début du confinement. Donc, ce n'est pas encore de nature à décourager les acheteurs. Juste, alors continuons sur ce que vous venez de dire, Sandrine Lalonnier. Les taux, quels sont-ils? À combien peut-on emprunter actuellement si on veut emprunter sur 15, 20 ans, même 25 ans, voire 30 ans maintenant? Alors malheureusement, on ne peut plus emprunter sur 30 ans dans les critères, les nouveaux critères des banques depuis cette année. Les prêts sont limités à 25 ans. Mais ça reste quand même une durée sur laquelle on peut augmenter sa capacité d'emprunt et de toute façon, il y avait très peu de prêts sur 30 ans. Donc, globalement, on peut emprunter sur 15 ans à 1,20% en moyenne, mais avec un bon profil, on peut avoir un taux à 1%. Sur 20 ans, on peut emprunter en moyenne à 1,4%. Avec un beau profil, on peut tomber à 1,20 à 1,30. Et sur 25 ans, on peut emprunter en moyenne à 1,6%. Mais si on a un profil qui n'est pas très bon, peu d'apports, des revenus bas, on peut aller à des taux jusqu'à 2%. Et ça, c'est vrai que ça fait 2-3 ans qu'on n'avait pas vu des taux à 2% sur 25 ans. Le problème, c'est que les taux proposés par les banques sont plafonnés. Il existe ce qu'on appelle le taux de l'usure. C'est le taux auquel les banques n'ont pas le droit au-delà duquel les banques n'ont pas le droit de prêter, sous peine d'avoir des poursuites pénales. Donc, c'est censé protéger les emprunteurs. Le problème, c'est que ce taux d'usure n'a pas cessé de baisser, qui est amené par la Banque de France. Il est aujourd'hui à 2,51%, mais il inclut l'assurance, il inclut tous les frais de garantie, frais de dossier, etc. Mais quand on a un taux à la base à 2% sur 25 ans, si on rajoute l'assurance, on a aujourd'hui beaucoup de dossiers qui ne passent plus et qui sont du coup refusés, qui ne peuvent pas emprunter. Donc c'est aujourd'hui le petit souci qu'on a et qu'on craint pour cette reprise. C'est que les emprunteurs les moins favorisés soient exclus du crédit.
Voilà, quand on rajoute tous les frais annexes, c'est ce que vous venez de dire. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui au direct du bar de l'économie. Sandrine Alonier, je rappelle que vous êtes courtier en crédit et que c'est important de faire appel à alors vous, c'est vous financez, c'est important de faire appel à un courtier parce qu'on peut mieux négocier avec sa banque finalement grâce à vous. Oui, même avec sa banque, mais surtout, nous, on va aller faire le tour des banques. On sait quelles banques reprêtent actuellement, quels sont les profils recherchés, quels taux elles vont proposer. Certaines banques vont cibler plus des jeunes emprunteurs, d'autres des profils locaux. Donc, ça va éviter de faire le tour des banques, surtout qu'en ce moment, à cause des mesures sanitaires, il est compliqué d'avoir des rendez-vous dans les banques. Donc, il vaut mieux aller voir un courtier plutôt que 5-6 banques. Parce qu'aujourd'hui, les banques ont vraiment des stratégies différentes. Donc, nous, on va cibler la meilleure banque et trouver la meilleure solution pour le crédit des gens et surtout les conseiller, les accompagner jusqu'à la signature chez le notaire. Et ça fait gagner du temps. En plus, si on a des petits revenus et qu'on veut emprunter sur 25 ans, c'est d'autant plus important de faire appel à une société comme la vôtre. Merci beaucoup, Sandrine Alonier. Je rappelle ce que vous venez de dire. Donc, on peut emprunter jusqu'à 25 ans. En moyenne, on va dire, les taux vont sur 15 ans de 1,20 et peuvent aller jusqu'à 2%. Mais ça reste quand même des taux très attractifs malgré tout. Oui. On peut quand même être content en France d'avoir des taux aussi bas. Et là, les banques vont vouloir contribuer à la relance du marché, donc on ne devrait pas avoir de hausse significative dans les prochaines semaines. Eh bien, Sandrine Alonier, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon déconfinement, une bonne reprise d'activité, j'allais dire, puisque là, les rendez-vous vont s'enchaîner. Et je vous propose une nouvelle promenade musicale. Et puis, à très bientôt. Merci, Sandrine Alonier. Au revoir. Vous êtes sur IDFM Radio Anguin, la radio du bien-être. Nous voici de retour après cette promenade musicale au bar de l'économie et cette fois je suis en compagnie de David Van de Wege, cofondateur de VD Printing. Bonjour David Van de Wege. Et alors, vous êtes installé à Pontoise. Vous êtes une société de conception du prototypage de petites pièces et vous avez complètement, avec cette pandémie, réorganisé votre entreprise et vous êtes mis à fabriquer des visières imprimées en 3D. Expliquez-nous cette transformation, David Van de Wege. Ma société est spécialisée dans l'impression 3D et donc je réalise traditionnellement des prototypes pour des TPE et PME, également des objets promotionnels personnalisés pour l'événementiel et puis de la sous-traitance pour des gros prototypistes qui travaillent théoriquement dans l'aéronautique et l'automobile. Et le confinement, effectivement, toutes ces activités se sont arrêtées assez vite. Et donc, je me suis mise à la recherche d'une solution qui pouvait à la fois fournir une activité et répondre à des besoins. Je vous interromps quelques minutes parce que c'est très important ce que vous venez de dire, David Van de Wege. Je voulais dire que l'activité dans l'automobile et l'aéronautique s'est arrêtée et vous n'avez plus aucune commande actuellement ? Alors actuellement, non, mes clients traditionnels, que ce soit l'événementiel ou le prototypage automobile ou aéronautique, se sont arrêtés parce que ce sont des projets de développement. Et donc dans la période actuelle, c'est vrai que ce n'est pas la priorité
des entreprises et c'est tout à fait compréhensible. Donc mon portefeuille d'activité est descendu très très vite et il a fallu trouver des solutions alternatives, rebondir pour effectivement à la fois répondre aux besoins de la société et puis avoir une activité. Alors, expliquez-nous donc comment vous est venue cette idée de fabrication de visières et en plus, en quoi sont-elles faites? Parce que c'est très intéressant. Vous avez décidé d'utiliser de l'amidon de maïs. Alors oui, le projet de visière est quelque chose qui existe au niveau mondial, mené par les makers au départ, mais effectivement, il y a besoin de fournir l'ensemble des collaborateurs, des employés qui ont besoin d'être protégés dès que la situation ne permet pas une distanciation suffisante. Et donc, je me suis dit qu'il y avait un marché sur ce produit-là pour les entreprises, pour les professions libérales, pour également le personnel soignant, même si ma clientèle actuelle, ce sont des entreprises majoritairement et des professions libérales. Donc, à partir de là, je me suis mis avec l'impression 3D, qui est un outil très flexible, à imprimer des pièces donc, en utilisant un matériau qui est recyclable, qui est biodégradable pour l'amidon de maïs. C'est ce qu'on appelle du PLA, qui est un filament de plastique qui est biodégradable, et d'autres matériaux qui sont recyclables, de manière à fournir un produit qui est à 80% imprimé en 3D, qui utilise une reliure de dossier de classeur comme film transparent, quelque chose que l'on trouve encore assez facilement et qui permet de produire assez rapidement à des coûts abordables pour le client ces produits et les produire localement. Alors justement, pour faire ces visières, d'où vient la matière première? Et puis deuxièmement, avez-vous dû acheter une imprimante spécifique ou est-ce que vous avez pu vous servir des imprimantes 3D que vous aviez? Alors, pour répondre à la question du matériel, j'ai un parc d'imprimantes actuellement de 4 machines et j'en attends une 5e pour répondre à la demande de produits destinés à la lutte contre le Covid. Ça devrait arriver aujourd'hui ou demain, je crois, si tout va bien. Donc ça, c'est le premier point. Donc effectivement, il y a une augmentation du volume d'activité par rapport à mon parc actuel parce que la part de production est beaucoup plus importante que celle de prototypage. L'autre sujet, c'est que de la matière, à ce jour, moi je la fais venir d'Europe, que la Hollande, qui est un gros fabricant, il y a 2 très gros fabricants là-bas, et donc il y a peu de fabricants en France, et donc je fais venir directement en matière d'Europe. Elle ne vient pas de Chine actuellement, parce que mes fournisseurs traditionnels étaient déjà en Europe. Donc vous continuez votre chaîne vertueuse finalement de fournisseurs que vous aviez déjà à l'origine. Tout à fait. Alors, donc, combien de temps faut-il pour fabriquer une visière? On peut décrire tout ça pour tous ceux qui seraient intéressés pour vous contacter. On donnera après votre adresse d'Internet, votre site web sur lequel on peut vous contacter. Mais tout d'abord, combien de temps faut-il s'y prendre si on veut vous commander une visière et quelle quantité acceptez-vous de livrer à tout un chacun? Alors, j'ai un peu de stock qui me permet de livrer des petites quantités dans la journée. Je livre d'une pièce à une centaine de pièces, 200 pièces. Pour 200 pièces, il faut compter 5 jours de production, de délai de mise à disposition. Donc vous voyez, ça permet d'avoir une offre qui va de la profession libérale qui a besoin d'une ou 2 pièces à une PME qui a une cinquantaine de personnes et qui veut les équiper. Alors, vous avez dit que donc c'est un matériau biodégradable. Ça veut dire qu'on peut les utiliser combien de jours, combien de fois pour ces protections faciales finalement imprimées en 3D à base d'amidon de maïs, David Van de Wege? Alors, le produit est biodégradable, mais il va falloir une année et demie avant qu'il soit biodégradable dans un composteur. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, le produit, sauf accident, peut résister pendant plusieurs années. J'ai des pièces imprimées en 3D dans cette matière qui ont plusieurs années, qui servent chez moi sans aucune difficulté. Et donc, continuez, donc. Si vous le mettez dans un composteur, à ce moment-là, en un an et quelques, la matière va être complètement biodégradée et retourner à ce qu'elle était à l'état d'origine. Mais à la limite, si on l'entretient bien, si on vous comprend, on peut l'utiliser pendant 5 ans, puisque vous dites que vous en avez encore. Durée de vie en fonction de l'usage.
usage. Bien Si sûr. ça va être 2 ans, 3 ans. Si on y fait Et attention. la matière Voilà. va résister. Pour donner une petite idée de coût, David Van de Weege, combien ça coûte une visière comme celle-ci? Hors taxe, on est de l'ordre de la dizaine d'euros. Voilà, donc c'est un prix tout à fait abordable. Il ne faut pas hésiter à parce que les entreprises, pour celles qui nous entendent et qui en ont besoin, ou même les professions, je pense aux professions médicales notamment par exemple les dentistes ou les médecins tout simplement, ou les infirmiers, ils seraient peut-être contents d'avoir ce type d'outil. C'est quand même plus pratique que le masque. Alors, ça vient en complément du masque en fonction de la distance que l'on peut avoir, ou certaines l'utilisent uniquement s'il y a une distance qui est suffisante et sans masque pour un confort plus important. Et d'autres, quand ils sont près du public, vont utiliser en même temps le masque avec la visière. Alors, David Van de Weege, chez V3D Printing, comment vous allez faire, comment vous voyez l'avenir pour vous par rapport à cette activité et puis l'ancienne, notamment dans l'automobile, l'aéronautique et puis bien sûr, je suppose que dans l'événementiel, ça va repartir d'ici l'automne. J'espère que l'événementiel va repartir à l'automne. Pour le prototypage, je pense que ça pourra venir un petit peu plus vite au cours de l'été. Entre les deux, je pense qu'il faut être agile. Et donc, après avoir lancé un premier produit sur les visières, je suis en train de développer un produit dérivé à la demande notamment de salons de coiffure, de manière à protéger leurs clients. Et donc, il va bientôt y avoir des nouvelles sur Facebook et sur LinkedIn sur ce nouveau produit dérivé. Et je pense qu'il y a d'autres besoins liés à la protection sanitaire qui sont déjà présents, mais pour lesquels les entreprises n'ont pas forcément pris la mesure autour des moyens d'éviter les contacts entre les objets et puis les personnes, les portes par exemple, de manière à ce qu'on limite la propagation potentielle du virus. Ah donc, si j'ai bien compris, David Van de Weege, je rappelle que vous êtes le président et fondateur de V3D Printing. Vous nous annoncez un scoop finalement aujourd'hui. Vous allez développer des nouveaux produits pour les clients des salons de coiffure et puis pour éviter qu'on touche les poignées de porte, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Alors, c'est pas chacun, il y a d'autres initiatives qui existent, il y en a qui nous développent également. Chacun ayant sa particularité, mais effectivement, je vais commercialiser des produits qui permettent de compléter la gamme d'objets contribuant à la lutte contre le coronavirus. Merci en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui, David Van de Weege. On va rappeler peut-être votre site internet si on veut vous contacter, parce que je suppose que vous allez mettre tous les futurs produits en ligne dessus. Alors, comment fait-on pour vous contacter? Alors, c'est v3d-printing.com ou sur les réseaux sociaux V3D Printing France. Tout simplement. Merci beaucoup. On va vous souhaiter un bon déconfinement et puis de beaux nouveaux produits biodégradables. Ça plaît bien aux Français, comme je l'ai rappelé en fin des infos aujourd'hui. Les Français vont de plus en plus faire attention, 87%, c'est énorme, à comment ils achètent leurs produits pour respecter l'environnement. On vous souhaite une très belle journée et je vous emmène dans une nouvelle pause musicale. C'est le travail à la chaîne maintenant. C'est un peu plus confortable quand tu sors. Là, c'est une lecture de livre. Ouais. On a rattrapé le temps là.
C'était donc une nouvelle pause musicale, une balade proposée par notre DJ Charlie sur IDFM Radio Anguin au bar de l'économie. Et maintenant, c'est l'heure de notre lecture du jour avec Laurence Robe. Bonjour Laurence. Alors Laurence, nos auditeurs commencent à vous connaître. Ça fait depuis déjà quelques semaines que vous venez nous faire de la lecture le mardi. Je rappelle que vous êtes comédienne, voilà. Et aujourd'hui, vous avez choisi de nous lire un extrait de la nouvelle d'Anna Gavalda. Ça s'appelle Happy Meal. Alors pourquoi ce choix, Laurence Robe? En fait, ce ne sera pas un extrait, c'est parce que j'ai réussi à faire des petites coupures de façon à garder quand même l'idée. Et c'est un texte que normalement, ont étudié les collégiens sur le thème les nouvelles à chute. Donc voilà, donc c'est parce que je voulais arriver à la chute, donc du coup je l'ai faite en entier. Eh ben merci pour nous. Ça paraît trop long et le plus vivant possible, voilà. Merci beaucoup pour nous, Laurence Robe, on vous écoute. Voilà. Donc c'est un homme qui parle, c'est par ma grosse voix. Cette fille, je l'aime, j'ai envie de lui faire plaisir, j'ai envie de l'inviter à déjeuner. Une grande brasserie avec des miroirs et des nappes en tissu. Mais m'asseoir près d'elle, regarder son profil, regarder les gens tout autour et tout laisser refroidir. Je l'aime. D'accord, me dit-elle, mais on va au McDo. Ça fait si longtemps, ajoute-t-elle en posant son livre auprès d'elle. Si longtemps? Oh, elle exagère, ça fait moins de 2 mois, je sais compter, mais bon. Si on reste ensemble assez longtemps, je lui apprendrai autre chose. Je lui apprendrai la sauce crébiche et les crêpes Suzette, par exemple. Si on reste ensemble assez longtemps, je lui apprendrai que les garçons des grandes brasseries n'ont pas le droit de toucher nos serviettes, qu'ils les font glisser en soulevant la première assiette. Elle sera bien étonnée. Il y a tellement de choses que je voudrais lui montrer, tellement de choses, mais je ne dis rien. Dans la rue, je la complimente sur ses chaussures. Elle s'en offusque. Ne me dis pas que tu ne les as jamais vues, je les ai depuis Noël. Je pique du nez. Elle me sourit. Alors, je la complimente sur ses chaussettes. Oh, elle me dit que je suis bête. Tu penses que je savais? La plus jolie fille de l'âge. J'éprouve un haut le cœur en poussant la porte d'une fois sur l'autre. J'oublie à quel point je hais cet endroit. Elle le sent. Elle sent ces choses. Elle prend ma main et la presse doucement. Elle ne me regarde pas. Je me sens mieux. Elle hésite entre un milkshake ou un sundae caramel. Elle retrousse son mignon petit nez et tortille une mèche de cheveux. La serveuse est fatiguée et moi, je suis émue. Je porte nos 2 plateaux. Elle m'ouvre la voie. Des visages se tournent, elle ne les voit pas. Elle cherche un petit coin où nous serons bien tous les 2. Elle défait son écharpe. Je reste debout comme un grand migot. Je te regarde. Tu me regarderas plus tard, ça va être froid. Tu as raison. Mais j'ai toujours raison. Parce que toujours. Que fais-je ici? Avec mon immense amour et ma pochette turquoise. J'ai ce réflexe imbécile de chercher un couteau et une fourchette. Elle me dit, tu n'es pas heureux? Si. Ah bah alors mange. Je m'exécute. Elle trempe ses morceaux de poulet décongelés dans leur sauce chimique. Elle se régale. Tu aimes vraiment ça? Vraiment? Mais pourquoi? Ce rire triomphal. Parce que c'est beau. Elle me fait sentir que je suis un ringard, hein, ça se voit dans ses yeux. Mais du moins, elle le fait tendrement. Pourvu que ça dure, sa tendresse. Pourvu que ça dure. Je l'accompagne donc. Je mastique, je déglutis à son rythme. Elle ne parle pas beaucoup, hein, mais j'ai l'habitude. Elle ne parle jamais beaucoup quand je l'emmène déjeuner. Elle est bien trop occupée à regarder les tables voisines. Les gens la fascinent. C'est comme ça. Je profite qu'elle soit observée, et moi aussi, je l'observe. Mais tout d'un coup, le charme est rompu. Elle a senti que je la regardais et minaude en pinçant sa paille. Je me détourne, je cherche mon paquet de tabac. Tu l'as mis dans ta veste? Merci. Bah, qu'est-ce que tu ferais sans moi? Bah, rien. Je réfléchis à ce que nous allons faire ensuite. Où vais-je l'emmener? Que vais-je faire d'elle? Me donnera-t-elle sa main tout à l'heure quand nous serons de nouveau dans la rue? Les bouquinistes, peut-être. Oh, elle va râler. Encore? Non, elle va pas râler. Elle aussi, elle aime me faire plaisir. Et puis pour sa main, elle me la donnera. Je le sais bien. Elle prend son sac et me désigne du regard l'endroit où je dois reposer nos plateaux. Je lui tiens la porte. Ah, le froid me surprend. Elle refait le nœud de son écharpe. Elle se détourne vers moi. Je me suis trompée. Elle ne me donnera pas sa main, puisque c'est mon bras qu'elle prend. Cette fille, je l'aime. C'est la mienne. Elle s'appelle Valentine et n'a pas 7 ans. Voilà, c'est terminé.
Merci beaucoup Laurence Robe, c'est tout mignon, les premiers émois, c'est très gentil de nous avoir fait partager ces jolies émotions chez les enfants, on aime bien parce que voilà, c'est frais. À la semaine prochaine, très bonne journée Laurence Robe. Pour finir, je vous propose un documentaire sur arte.tv, sur Arte. Si vous voulez le regarder, eh bien, vous allez pouvoir, en tout cas pendant tout le mois de mai et tout le mois de juin, ça s'appelle « Le grand mystère des mathématiques ». C'est un documentaire réalisé par Richard Rice et Dan McCabe. C'est un documentaire américain et je vous le propose car les Français se désintéressent des mathématiques. Et donc, si vous avez des adolescents autour de vous, c'est un bon moyen de leur faire comprendre de manière ludique pourquoi les mathématiques sont importantes. On voit dans la nature d'ailleurs les fleurs, et notamment ça parle de la suite Fibonacci. Donc je vous propose de le regarder et je vous propose tout de suite bien sûr un extrait pour vous appâter. Pleine de progrès technologiques époustouflants. Les ingénieurs sont capables de poser un robot tout-terrain sur Mars. Des physiciens explorent jusqu'à la structure même de la matière. Et nous pouvons communiquer sans fil grâce à un réseau qui couvre quasiment toute la planète. Mais derrière toutes ces merveilles des temps modernes se cache quelque chose de complexe et mystérieusement puissant. On l'appelle parfois le langage de l'univers. Il s'agit sans doute de la plus grande découverte de toute la civilisation. Son nom, les mathématiques. Mais quelle en est la véritable origine? Et pourquoi s'applique-t-elle si bien à toutes les sciences? Albert Einstein lui-même se demandait comment il était possible que les mathématiques parviennent aussi bien à expliquer l'univers. Les mathématiques sont-elles seulement humaines? Il ne semble pas y avoir de limite aux capacités de calcul des animaux. Et sont-elles la clé du cosmos? Le monde qui nous entoure n'a pas seulement certaines propriétés mathématiques. Il n'est fait que de ça. Voici le grand mystère des mathématiques. De tout temps, les êtres humains ont recherché dans la nature des motifs, des schémas récurrents, des cycles. Il y a très longtemps, en observant les étoiles, nous avons découvert des figures que nous avons appelées constellations. Certains vont jusqu'à croire que ces constellations influent sur notre destin. Nous avons vu le jour laisser place à la nuit, et vice-versa. Nous avons aussi observé la succession des saisons, et avons appelé ce cycle le temps. Nous percevons des symétries dans le corps humain, comme dans les rayures du tigre. Nous reproduisons ces divers motifs dans nos créations, aussi bien dans les œuvres d'art que dans l'architecture de nos villes. Mais que nous enseigne-t-il au juste? Pourquoi la spirale d'une coquille de nautile est-elle aussi semblable à celle que forme une galaxie? Ou encore à la spirale qui apparaît quand on coupe un chou? Les scientifiques qui tentent de comprendre les motifs inscrits dans notre monde se tournent souvent vers un outil extrêmement puissant, les mathématiques. Ils quantifient leurs observations et utilisent des procédés mathématiques pour les étudier, dans l'espoir de découvrir les causes sous-jacentes de ces régularités présentes dans la nature. Ils ont ainsi pu révéler le secret des orbites elliptiques des planètes, tout comme celui des ondes électromagnétiques qui relient nos téléphones portables. Les mathématiques ont même guidé les chercheurs vers la découverte des particules subatomiques qui constituent la matière. Dès lors, on peut se demander pourquoi cette méthode fonctionne-t-elle. La réalité possède-t-elle une nature mathématique inhérente ou les mathématiques sont-elles seulement le produit de notre cerveau? Mario Livio est astrophysicien et il cherche la réponse à ces interrogations. Il étudie les liens profonds et souvent mystérieux qui existent entre les mathématiques et le monde. Dans la nature, les nombres sont omniprésents.
Prenez les fleurs par exemple. Il y a beaucoup de fleurs qui ont 3 pétales, comme celle-ci, ou 5 comme celle-là. Certaines en ont 34, d'autres 55. Eh bien, ces nombres se retrouvent très souvent. Ces nombres pourraient paraître aléatoires, mais ils appartiennent tous à ce qu'on appelle la suite de Fibonacci. Une suite de nombres entiers qui a été introduite par un mathématicien du XIIIe siècle. On commence par les nombres 1 et 1. Et à partir de là, on ajoute à chaque fois les 2 derniers nombres. Donc 1 plus 1 égale 2, 1 plus 2 égale 3, 2 plus 3 égale 5, 3 plus 5 égale 8, et ainsi de suite. 8 siècles plus tard, cette suite a priori arbitraire fascine de nombreux chercheurs, qui voient une explication à des manifestations aussi diverses que la beauté humaine ou les fluctuations de la bourse. Et si rien n'a été prouvé, il faut reconnaître que l'évolution affiche une étrange préférence pour ces nombres. Cette suite apparaît fréquemment dans la nature. La suite de Fibonacci s'applique au nombre de pétales des fleurs, en particulier des pâquerettes. Mais ce n'est pas tout. Statistiquement, les nombres de Fibonacci apparaissent très souvent en botanique. Par exemple, si on observe la base d'une pomme de pin, on distingue des spirales formées par les écailles. Si on compte ces spirales, on obtient généralement un nombre de Fibonacci. Puis, si on compte les spirales dans le sens inverse, on trouve un nombre de Fibonacci adjacent. Il en va de même pour les graines du tournesol. Elles forment 2 séries de spirales. Et si on les compte dans chaque direction, on obtient à chaque fois un nombre de Fibonacci. Bien qu'il existe des théories pour expliquer l'omniprésence de ces nombres en botanique, ce phénomène pose tout de même des questions troublantes. Les plantes connaissent-elles les maths? La réponse la plus rapide à cette question est non. Elles n'ont pas besoin de connaître les maths. D'une façon très simple et géométrique, elles ont mis au point une petite machine qui, dans de très nombreux cas, produit la suite de Fibonacci. Et voilà, pour savoir comment est la formule des plantes, eh bien, réécoutez cette émission sur les mathématiques sur arte.tv. Pour ma part, l'émission s'achève. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à demain.